Bonjour. Donc, on a en Europe un petit phénomène qui arrive, en France, comme en Belgique ou un peu partout dans le monde, les MOOC. Alors, c'est quoi ça? Les MOOC, ça veut dire quoi déjà et à quoi ça sert? Alors, tu m'as dit les MOOC, un phénomène qui est arrivé en Europe, je dirais un tsunami, hein, en fait. Les MOOC, qu'est-ce que c'est? On connaît l'acronyme, hein, c'est massif, on peut avoir jusqu'à 150 000 étudiants, c'est open, on ne demande pas d'avoir des prérequis, des diplômes, c'est online, c'est accessible et ce sont des cours. Alors, pour donner un peu une image de ce que c'est, on s'imagine un professeur qui est filmé en train de donner son cours. Cette vidéo, c'est assorti d'exercices pour voir si on a bien compris et éventuellement d'un petit travail à faire si on veut un certificat, ce qu'on appelle un badge. Alors, pour moi, il est toujours important de distinguer qu'il y a MOOC et MOOC. En fait, les MOOC, ça révèle deux réalités. Il y a tout d'abord les MOOC connectivistes qui sont établis un peu dans l'image des réseaux sociaux, les communautés de pratique, les échanges d'expériences, etc. D'un côté, ce qu'on appelle les MOOC connectivistes, et de l'autre, c'est des MOOC où finalement on a une image assez traditionnelle de l'enseignement, c'est-à-dire un cours très bien fait, hein, il n'y a pas de souci, avec des exercices et des choses comme ça. Alors pour moi, les deuxièmes MOOC, les MOOC, pour moi, ce sont ce qu'on pourrait appeler on appelle ça en France des REL, des ressources éducatives libres. Ce ne sont que des ressources, ce n'est que de l'enseignement médiatisé. Ça ne garantit pas l'apprentissage. C'est comme acheter un bouquin, ça dépend de chaque individu, de son intérêt, de sa motivation, etc. Donc, être bien clair là-dessus, pour moi, les MOOC, c'est un vecteur d'enseignement, ça ne garantit pas l'apprentissage. De l'autre côté, on a les MOOC connectivistes, plutôt pour des personnes qui connaissent déjà quelque chose et qui vont échanger. Alors, j'ai toujours en tête cette pensée de Michel Serres qui nous dit qu'à l'heure actuelle, et c'est la vérité, le savoir est externalisé, on a accès à des connaissances, à des ressources, et la grosse question c'est, mais qu'est-ce qu'on va faire de la classe ou qu'est-ce qu'on va faire du campus? Et mon avis à moi, c'est que dans la classe traditionnelle, dans la plupart des cas, le professeur perdait beaucoup de temps à expliciter les savoirs. Avec les MOOC, c'est externalisé. Et donc, quelque part, la classe n'est pas vide, mais elle est peut-être plus libre pour faire d'autres choses. Et c'est là que vient se nicher le concept de classe inversée. Les étudiants prennent connaissance des savoirs par des vidéos, par des travaux. Il n'y a pas que des vidéos, on peut demander à un groupe d'étudiants de préparer quelque chose pour le prochain cours. Et ça permet, dans le lieu de la classe, de faire des activités, des interactivités qui me semblent à moi plus proches du développement des compétences. Les étudiants vont apprendre à communiquer, à critiquer, à collaborer, à rechercher de l'information, à valider l'information. Et donc voilà, quelque part, les MOOC ont externalisé une partie de ce qui se faisait en classe et ça a laissé le champ libre pour les enseignants pour faire d'autres choses. Ça demande évidemment de nouvelles postures de l'enseignant qui n'est plus le maître sur l'estrade, mais la personne qui est derrière l'épaule et qui va accompagner l'apprenant. On parle d'étudiants et de MOOC, de classe inversée. Est-ce qu'on peut utiliser un MOOC dans le supérieur? Oui, ça se fait, mais dans le secondaire, jusqu'où on pourrait aller? Alors, des ressources, on en a toujours utilisé. On avait des livres à l'école primaire, on avait des cahiers,
On avait des tas de manuels dans l'enseignement secondaire. Donc, quelque part, c'est une question qui me laisse un peu perplexe. Nous avons déjà eu du mal dans les années antérieures à utiliser le livre. Ben oui, le savoir, il était écrit. Alors, comment va-t-on faire pour utiliser des MOOC? Encore une fois, ce n'est pas une question de ressources, c'est une question vraiment de posture. Maintenant, les classes inversées, j'ai expliqué le lien, elles ont été inventées dans l'enseignement secondaire. Ce sont des professeurs de chimie dans le secondaire qui en avaient un peu marre de faire des cours où les étudiants bâillaient, ils ne comprenaient pas pourquoi on leur faisait apprendre ça. Et ils ont décidé de faire, j'insiste, de petites capsules vidéo que les étudiants regardaient sur YouTube, et ils se sont rendus compte que les étudiants arrivaient au cours en discutant des vidéos. Et ils se sont dit, tiens, là, on tient à quelque chose. Donc, dans le secondaire, mais oui, certainement. Et à l'école primaire, les instituteurs qui parlent des classes inversées me disent, mais Marcel, tu enfonces des portes ouvertes. Dans l'école primaire, on a toujours fait des classes inversées. On demandait aux petits-enfants de ramener des feuilles de la forêt ou des images des ministres en France. Et lors de la classe, les professeurs réorganisaient les ministres, l'Assemblée, etc. Et donc les classes inversées, mais oui, elles sont possibles. C'est une question de courage, de volonté d'expérimenter et surtout de confiance. Arrêtons de dire que les étudiants ne vont pas faire ceci, ils ne sont pas capables d'eux. Et à côté de ça, on me sort des discours sur l'autonomie. Mais ça ne va pas. Faisons confiance, donnons-leur quand même des critères, des limites, des éléments d'évaluation et tout va très bien se passer.